il y a eu quelques débats, on a un peu, il y avait des gens à parler de ça, mais c'est vrai que pour ceux qui viennent des CFD, l'order flow, c'est quelque chose qui marche très bien sur Future. On a expliqué souvent pourquoi, parce que les volumes sont centralisés, donc il n'y a qu'une source de volume, on les voit tous, il n'y a pas de dark pool en Future, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on recommande les Futures, c'est l'accès à tous les outils d'order flow. Alors, quand on fait des présentations chez TPF, c'est jamais évident de calibrer le contenu parce qu'on a des grands débutants, on a des gens qui sont pas débutants mais qui connaissent pas forcément les outils dont on parle, et on a les mecs très avancés, et il y a probablement dans l'audience des gens qui connaissent mieux le footprint que moi. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai quelques slides au début sur pourquoi l'order flow, les différents outils, pourquoi on l'utilise. Et dans un deuxième temps, j'ai un exemple de thread. Et je sais quand on parle, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire des trades en tendance. Et là, en fait, j'ai trouvé une journée où le footprint se prêtait très bien à la gestion d'un trade en tendance. Donc, on pourra voir l'entrée, le pourquoi du comment, mais surtout la gestion. Donc, si je sais qu'on me demande souvent quels sont les signaux que tu utilises et tout, c'est pas évident à mettre en place, donc il n'y aura pas beaucoup de choses. Voilà les 10 signaux que j'utilise, mais dans l'exemple, on verra plusieurs choses de ce que je regarde moi dans le footprint et comment je l'utilise, tout simplement. Allons-y, vous voyez la deuxième slide, order flow, Kesako? Ok, donc déjà pour définir, parce que le terme order flow pour nous c'est clair, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors l'order flow, c'est ce que j'ai mis dans le troisième point, c'est le flux des ordres. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait moi regarder l'order flow? Alors moi, j'adore faire des conférences avec moi-même sous la douche, et un jour j'ai essayé de réfléchir au pourquoi du comment. Et on peut voir le prix comme une conséquence. Et James Dalton, le mec du Market Profile, parle de publicité. Je trouve le terme publicité n'est pas forcément facile à comprendre, etc. Mais c'est une conséquence. Et les causes de cette conséquence, donc les causes du prix et des mouvements du prix, ce sont les interactions entre les ordres, entre les ordres market et les ordres limites. Et le prix, quand il bouge, c'est à cause de cette interaction. Donc, par exemple, le prix va monter s'il y a plus d'achat market à un moment donné que de vente market et de vente limite à ce moment-là. Alors là, je ne sais pas si c'est hyper clair, mais pour que le prix monte, il faut qu'il y ait des achats et que ces achats soient supérieurs aux ventes qui se passent en même temps et aux ventes limites qui sont juste au-dessus. Et ça, c'est ce qui fait que le prix va incrémenter d'un tick. Donc l'order flow, c'est le flux des ordres. Et moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'order flow, c'est que si on voit l'order flow comme la cause des mouvements du prix, pourquoi pas s'intéresser aux causes plutôt que juste à la conséquence? Donc ça, c'est un peu le processus qui m'a fait m'intéresser à l'order flow, cette différence entre les causes et les conséquences. Alors les outils de l'order flow, alors je sais que dans NinjaTrader, ils mettent la VWAP comme un outil d'order flow, etc. Pour moi, c'en est pas vraiment un. La VWAP, c'est un indicateur. Pour moi, et puis si vous n'êtes pas d'accord ou si vous en avez d'autres, dites-le moi, mais il y a 3 outils principaux. Le premier, c'est le tape, qui s'appelle dans certains logiciels le Times and Sales. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien un screenshot, mais vous avez probablement tous, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est une liste déroulante de toutes les frappes au marché, avec la taille de la frappe, le prix de la frappe et l'heure de la frappe. Donc, il faut s'imaginer que quand on démarre sa plateforme, la liste est vide. Puis là, dans l'exemple ici, on a des ventes. Alors, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais vente de 1, vente de 1, vente de 2, etc., qui s'affichent en rouge. Et ensuite, si derrière il y a des achats, ils s'affichent en vert. Alors, il y a pas mal de gens ici qui utilisent le tape. Le tape est souvent filtré parce que tous les 1, les 2, on ne veut pas forcément les voir. Ce qu'on veut voir, c'est des choses comme le 49, une grosse frappe au marché. Et ça permet d'identifier un peu ça donne une idée un peu du bruit du marché aussi. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement qui accélère, le tape se met à dérouler à toute vitesse. Donc visuellement,
il y a des gens qui parlent du tape comme l'équivalent pour les anciens traders du bruit qu'il y a dans un pit de trading. Quand ça commence à s'exciter, bah, ça commence à crier, à faire des signes dans tous les sens. Visuellement, on va le voir par le tape qui se met à accélérer. Le problème, alors un problème, pour moi personnellement en tout cas, c'est que c'est très difficile de lier ça à un niveau de prix, c'est vraiment littéralement la liste déroulante, et c'est l'information à un instant T. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui a une mémoire qui fonctionne super bien à mon âge, mais on a des frappes à 22 000, de se rappeler est-ce que 5 minutes avant on en a vu aussi ou pas. Donc c'est compliqué de lier l'information qu'on voit dans le tape à un niveau de prix, par exemple. Le deuxième outil, alors là vous allez probablement pas voir le détail, mais on fera des zooms s'il faut, puis j'ai d'autres charts plus tard, c'est ce fameux footprint. Alors pour les gens qui connaissent pas du tout le footprint, comme je le dis souvent, il y a une vidéo super faite par un mec génial, moi-même, sur les bases du footprint. C'est moi qui reçois les notifs. Ah ouais, mais alors, je sais pas comment les... Attends 2 secondes. Hop, hop, hop. Ok, je viens de les couper. Je sais pas si ça marchera. Donc pour les bases du footprint, le but de cette présentation, c'est pas vraiment d'en parler, mais l'idée globalement, c'est que c'est la même information que celle qu'il y a dans le tape. Donc ce sont les frappes au marché. Et c'est organisé sous forme de bougies. Donc quel type de bougie, on en reparlera bientôt. Là-dedans, encore une fois, allez voir la vidéo de présentation si vous comprenez pas ces termes, mais on voit les imbalances, les chiffres qui sont en rouge ou en vert. On peut tracer des zones d'imbalance. Donc là, on a plusieurs imbalances qui se passent sur plusieurs niveaux. C'est ce qui va me tracer le vert un peu non opaque. On peut, avec certains outils, tracer les absorptions dont on vient de parler. Donc les attaques d'un côté avec immédiatement contre-attaque, des imbalances dans le sens de la bougie, mais la bougie n'arrive pas à continuer dans ce sens-là et immédiatement se renverse. Et je crois que j'ai une autre slide où je le montre, mais ce que vous voyez en haut, en fait, c'est un autre footprint qui me montre les grosses frappes. Donc en fait, moi, j'ai pas de tape à mon écran. Je le mets directement sur mon footprint et les chiffres que vous voyez en haut, donc c'est filtré parce que sinon j'aurais beaucoup de chiffres sur chaque colonne, mais ce sont les frappes avec un volume supérieur à X. Donc le footprint. Et l'autre outil d'order flow, c'est le fameux carnet. Donc là, j'ai pris comme illustration le carnet d'un mec qui débute, il s'appelle BlackRock. Donc ça, je crois que c'est Atas. Le carnet vous montre quelque part la même information que le tape, les frappes au marché dans ce qu'on appelle l'inside print. Comme l'a dit Marco, qui souvent va être réinitialisé, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux frappes, mais si on approche près d'un support et qu'on rebondit dessus, ce qui vous intéresse peut-être, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est pas forcément toute l'information. Et en plus de ça, et ça c'est unique au carnet par rapport aux autres outils d'order flow, c'est que ça vous montre aussi les ordres limites. Donc l'équivalent de ce qu'on voit dans Bookmap, etc. Ensuite, selon les outils, on rajoute des volumes profile. Il y a certains carnets qui vous permettent de mettre des niveaux que vous allez récupérer ailleurs. C'est le troisième outil de l'order flow pour moi, le carnet. Alors, j'ai souvent des questions sur carnet ou footprint, par lequel débuter, lequel est le mieux. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, ça va dépendre de chacun. La seule chose que je dirais, c'est que je pense que le footprint est plus abordable, pas forcément plus facile à utiliser, mais plus abordable au début parce que de 1, c'est organisé sous forme de bougie. Donc c'est un format qu'on reconnaît si on vient du chartisme. Et de 2, on n'a que la partie ordre au marché, on n'a pas la partie ordre limite. On peut travailler sur un footprint avec très peu de chiffres, voire pas du tout de chiffres. Ça, je pourrais vous montrer, je crois que j'ai un exemple, ou sinon je vous montrerai mon écran à moi. Alors, vous nous entendrez dire quand on parle dans le live très souvent, BlackRock ou d'autres personnes qui utilisent l'order flow, vous allez entendre qu'on voit des choses à l'order flow avant qu'on puisse les voir sur les bougies. Donc j'ai essayé de trouver un vrai exemple, mais il aurait fallu que j'enregistre une vidéo, donc j'ai créé un exemple bidon sur slide qui va essayer d'illustrer ça.
Donc, imaginons qu'on est dans un mouvement baissier et qu'on se rapproche de ce qu'on suppose être un support. Donc, l'idée ici, c'est que si on voit des réactions acheteuses au niveau du support, on va décider d'entrer. Là, le support est maintenant touché. Donc, l'approche numéro 1, quand on traite ce qu'on pense, on peut décider de mettre un buy limit ici parce qu'on pense que ça va rebondir. Donc, on pense qu'ici, il va y avoir de l'activité acheteuse. Et pour la suite de l'exemple, imaginons que dans le DOM, donc en ordre limite, on a 200 à la vente juste au-dessus et 200 à l'achat juste en dessous. Le support est touché et imaginons qu'on repasse d'un tick parce qu'on a 20 contrats qui sont achetés au marché. Donc le prix qui était au bid repasse à l'ask. Donc sur la bougie, on a la mini-mèche d'un tick. Dans un footprint, on va voir la frappe de 20 à l'achat. Et dans le carnet, on va voir d'une part la frappe de 20 à l'achat et les 200 qu'il y avait à l'ask passent à 180. Imaginons que 20 contrats supplémentaires sont achetés et en même temps 5 sont vendus. Le 20 est devenu 40, puisqu'on a 20 plus 20 à l'achat sur ce niveau de prix. On a les 5 ventes. Parce que 40, c'est beaucoup plus que 5, dans un footprint, on va avoir le 40 qui s'affiche en vert. Et dans lead sign print, on aura la même information qu'à l'intérieur du footprint. On verra que le bid est passé à 195, parce qu'il y en avait 200, et le ask est passé à 160. Imaginons de nouveau 20 achats, on passe à 60, 60, 140, et pendant ce temps-là, la bougie, elle a fait quoi? Strictement rien. On continue, ça achète 40 et 5, donc là, on voit le chiffre qui est devenu 100. Dans le footprint, on a la confirmation de l'achat, et on suppose qu'il n'y a pas de vendeur qui vient de se remettre, on passe à 100. Pendant ce temps-là, la bougie n'a toujours rien fait. Donc on voit que les acheteurs frappent, on le voit au carnet, on le voit au footprint, mais on ne le voit pas encore à la bougie. Vous voyez le truc? L'UT, c'est n'importe laquelle. Hein. Ça peut être même des bougies en range ou peu importe. Mais l'idée, c'est que dans l'order flow, on voit ce qu'on attendait, on voit des frappes acheteuses, et dans mon exemple, au chart, on n'a encore rien vu. Donc là, le trader d'order flow, alors mode super agressif, peut décider d'entrer, parce que le signal qu'on attendait, une activité acheteuse, on l'a vu. Alors qu'au chart, on n'a encore rien vu à ce stade. On a juste vu le tick, mais le tick, on sait que ça passe du bid à l'ask, on ne va pas prendre ça forcément comme un signal. Et donc le problème, c'est pour le chartiste, quand est-ce qu'il entre? Est-ce qu'une fois qu'on a remonté d'un tick, ça y est, tu as vu ce que tu voulais? Est-ce que tu attends 3 ticks? Est-ce que tu attends que ça repète le haut de la bougie? Ça devient compliqué. Et également de façon mécanique, comment est-ce qu'on va entrer ici? On peut décider d'entrer en buy stop par exemple. Mais le buy stop, c'est compliqué sur un chart de coller, de clic droit, alors je ne sais pas quels outils vous utilisez, mais de clic droit et de coller son stop buy un tick au-dessus, c'est compliqué. Donc souvent, et puis on peut glisser avec la souris entre guillemets. Donc on va se retrouver à mettre le buy stop, j'en sais rien moi, par ici. Et en fait, par rapport au trader d'order flow, on a déjà mécaniquement perdu 4, 5, 6 ticks. Et là, au niveau du passage des ordres, sur un footprint, en général, on est plutôt zoomé. Donc on voit peut-être un peu mieux les niveaux de prix que sur un chart en bougie où on aurait la séance depuis 9h ce matin. Mais énorme avantage technique au carnet. Parce que si vous vous rappelez de l'illustration que j'avais fait, rentrer au carnet, ça revient à cliquer dans des cases. Et en fait, l'amplitude de prix qu'on voit sur un carnet n'est pas immense. Tu as peut-être 20 lignes au-dessus, 20 lignes en dessous. Donc c'est très facile et sans se tromper sur un carnet de rentrer
exactement à 21 500,25. Donc le trader au carnet peut être extrêmement réactif, d'une part parce qu'il voit les informations. Putain, je viens de perdre mon écran. D'une part, on voit les informations avec la confirmation du côté des ordres limites, et en plus, pour rentrer, il suffit de cliquer dans une case, ce qui ne va pas être évident à faire pour un chartiste. Donc là, c'était un exemple. Alors l'exemple là marche peut-être moins bien sur quelque chose comme le NQ. Pourquoi? Parce que le NQ va avoir des lignes très très vides, donc on aura, enfin, peut-être en séance américaine, et encore, on n'aura jamais 200 qui vont bloquer. Donc l'exemple que je prends là, imaginons qu'on ait 10 ou même 20 par ligne, on va voir plus rapidement les cases absorbées et donc plus rapidement la bougie bouger. Par contre, le problème de comment est-ce qu'on rentre tactiquement, mécaniquement avec la souris sur le NQ, c'est costaud de placer des buy stop. Enfin, à mon âge, j'ai du mal. Mais sur un carnet un peu plus lourd, donc le S, alors les bons, j'en parle même pas. Imaginez cet exemple-là sur les bons. Là, on a plus 100, on a plus 200 de chaque côté, on a 2000 de chaque côté. Donc, si vous entendrez certaines personnes dire on ne peut pas trader les bons au chart, ben c'est une des raisons. C'est que là, si on est sur un exemple des bons et là on met 1000 et là on met 1000, vous imaginez bien que le gars au chart, s'il faut qu'il attende qu'il y ait 2000 transactions pour voir sa bougie bouger, ça marche plus. Ok, donc ça c'était un exemple de... pardon, je suis allé trop loin. J'arrête pas de perdre l'écran, il flicker sur lequel j'ai mon chart. Donc ça, c'était un exemple de ce qu'on entend par les outils d'order flow peuvent permettre d'être en avance. Alors après attention, en avance en mode scalp, entrée hyper agressive. Mais je pense que cet exemple vous a montré mécaniquement qu'est-ce qu'on entend par l'order flow permet de voir les choses à l'avance. Mais du coup, trader les bougies, c'est tout nul. Et trader les indicateurs qui lag, encore pire. Donc comme on l'a vu, le prix est une conséquence. Donc forcément, avant d'avoir un effet, la conséquence, il faut qu'il y ait eu les causes. Donc on peut dire quelque part que le prix est légèrement en retard par rapport aux causes, les flux d'ordre qui engendrent les mouvements dans le prix. Et les indicateurs qui sont des dérivés du prix, parfois des volumes, laguent par rapport au prix. Donc on a le prix qui lague un peu l'information de l'order flow, les indicateurs qui laguent par rapport au prix. Donc on a quasiment un double lag sur les indicateurs. Est-ce grave, docteur? Pas forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'order flow dans l'exemple qu'on a fait, là, l'entrée, dès qu'on voit de l'activité acheteuse, aurait été extrêmement agressive. Mais l'agressivité et l'anticipation, c'est quelque chose qui peut être mortel pour un débutant. Donc une façon de voir le lag dans le prix ou le lag dans l'indicateur, on peut en fait le voir comme quelque chose de positif. Parce que ça demande d'attendre un minimum de confirmation. Donc ça, c'est l'exemple de Renault qui attend son retournement de moyenne mobile. Quand on utilise des oscillateurs, on peut attendre, ou même les moyennes mobiles avec Renault, quand la moyenne mobile rapide revient vers la moyenne lente et rebondit. Sur un oscillateur, ça peut être le signal, c'est quand on travaille avec, je sais pas moi, des stochastiques par exemple, on a un stochastique rapide et un lent, et on regarde ce qui se passe au niveau du rapide, le signal par rapport au lent, la base. Donc en fait, ce lag n'est pas forcément... Ah oui, pardon, en retard, oui. Ouais. Le lag, c'est le retard. Donc en fait, le lag, il ne faut pas forcément le voir comme une mauvaise chose. Donc dans l'exemple que j'ai donné où les traders order flow font une entrée hyper rapide, c'est clair que si on travaille sur oscillateur, qu'on attend une réintégration du RSI, on ne va pas rentrer au plus bas. Mais vous nous entendrez souvent dire aussi, rechercher le plus bas ou rechercher le plus haut, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas faisable avec des indicateurs. Mais je crois que Renaud avait parlé de l'exemple de Taravana. Taravana, c'est l'exemple typique du gars qui travaille sur indicateur et qui ne rentre pas tant que ses signaux ne sont pas là. Et c'est là qu'est le piège, le gros danger pour les utilisateurs de charts
de chartisme ou d'indicateurs, c'est l'anticipation. Donc pour moi, trader aux indicateurs, trader juste au price action, c'est complètement fine, à condition d'avoir la patience d'attendre ces signaux. Donc c'est par exemple David qui est là, il va attendre la réintégration dans la zone RSI, il va attendre un croisement du prix avec une de ces lignes de RSI. Donc ça va avec une autre phrase qu'on entend beaucoup et qui a fait un peu débat, on ne traite pas ce qu'on pense, on traite ce qu'on voit. Et encore une fois, travailler le price action ou les indicateurs peut faire qu'on est un peu en retard, entre guillemets, par rapport à l'entrée idéale, mais ça, on s'en tape. Parce qu'on a confirmation sur nos indicateurs qui laguent un petit peu, donc les conditions qu'on pourrait anticiper en regardant juste le prix, on va devoir attendre un petit peu. Mais si Taravana performe aussi bien, vous entendrez très, très souvent Taravana qui dit « Mon signal est presque là, mais il n'est pas encore là. Je fais rien. » Ok. Donc ça, c'était un peu mes 2-3 slides, parce qu'il y a eu un peu débat aussi, un peu véhément dans l'open space, le live de TPF, où c'était les indicateurs lag, ouais, mais c'est pas vrai. Non, c'est vrai, les indicateurs lag. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Ok. Donc j'espère que j'ai apaisé tout le monde en disant ça, et je ressortirai la slide si on a de nouveau cette discussion. Alors mon footprint, parce que j'ai des questions, j'ai peut-être essayé de vous arranger. Enfin, vous voyez assez là les détails? Donc le footprint, moi, il faut savoir que ça fait longtemps que je l'utilise et ça fait longtemps que j'ai décidé que c'était un de mes outils principaux. Donc j'ai pas mal investi dedans. C'est-à-dire que là, si on fait la somme, en fait, il y a 3 outils en un. Il y a Trade Devil, MZPack et Rancho Dinero. Donc c'est franchement pas quelque chose que je recommande. MZPack, je l'utilise pour montrer les fameuses absorptions, que je montre aussi sur mon chart de trading. La base du footprint, c'est Trade Devil. C'est sur lui que je montre les imbalances. Enfin, les bougies sont faites par Trade Devil. Trade Devil a un indicateur d'absorption, mais qui marche super mal. Je l'utilise pour montrer les balances. Et pour ceux qui sont curieux, ce que j'utilise pour montrer ce que j'expliquais, l'équivalent du tape en haut de mon écran, ça vient de chez Rancho Dinero, qui a un footprint qui est pas mal pour pas très cher. Par contre, avant de vous ruer sur ces trucs-là, attendons la présentation de Damien, parce que son footprint a l'air très prometteur aussi. Donc là, le footprint, je l'ai organisé, et c'est la vue que je préfère ces jours-ci. Ceux qui ont vu les vidéos d'Axia Future ou ceux qui ont vu des impressions écran du footprint de Market Delta, qui est la Oui, il y aura des rediffs, Evelyne. Market Delta, qui est la boîte qui a inventé le footprint. Donc Market Delta, ce sont les gens qui se sont dit la formation du tape c'est super, mais on préférait garder la structure de bougie pour pouvoir identifier des niveaux, etc. C'est eux qui ont eu l'idée d'organiser le footprint. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup d'outils, le footprint ne s'appelle pas footprint, mais s'appelle barre volumétrique ou autre. C'est pour des raisons de copyright du terme footprint. Et l'idée des couleurs, c'est que alors, les frappes, c'est les frappes au marché. J'ai aucun filtre et je montre tous les chiffres. On peut décider de cacher les petits chiffres et de montrer que les imbalances, par exemple. Et la couleur dépend du delta total au niveau de prix. Donc là, pour faire vraiment comme Axia, j'ai 6 niveaux de couleurs, donc qui vont du jaune à l'orange plus foncé pour les deltas négatifs, et qui vont du bleu clair au bleu plus foncé pour les deltas positifs. Donc ça me permet assez rapidement de voir comment la bougie se développe. Il y a différentes façons de faire. On peut colorier par rapport à la bougie, par rapport à ce qui est visible ou par rapport à la session. Moi, en général, je le mets à la bougie pour avoir au sein d'une bougie où est-ce que sont les attaques et les ralentissements. Et en fait, je regarde quasiment plus les couleurs que les chiffres. Les chiffres, c'est éventuellement pour voir des volumes un peu anormaux. Mais si je vous donne là, on voit qu'on a une accélération à ce niveau-là, qui était un niveau de stacking balance acheteuse un peu plus tôt.
Donc ça me permet globalement, visuellement, de voir. Et ce qu'on guette dans les absorptions, c'est un bas de bougie très, très foncé, mais la bougie n'arrive pas à descendre et elle remonte. C'est ça la définition d'une absorption. Donc ça, c'est un exemple de configuration du footprint. Et en général, on aura en bas de l'écran un tableau avec un résumé. Donc là, j'ai le volume, le delta, le cumulatif delta et le delta pourcentage. Et une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup TradeDevil, c'est que les couleurs veulent dire quelque chose. Donc par exemple, dans le delta, et ça, on peut le coder soi-même directement dans l'indicateur. Donc quand on regarde les paramètres de l'indicateur, il y a des cases où on peut taper du code. Alors c'est hyper simple, hein. C'est si delta supérieur à delta max, alors tu me le mets en vert, sinon tu me le mets, tu me colories pas, etc. Et ça me permet d'avoir plus de signaux sans avoir l'information. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est regarder si une bougie, le delta d'une bougie finit, que la bougie finit avec un delta proche de son delta max, qui est en général un signe de force. Et bien plutôt que m'afficher la valeur du delta max et de comparer les deux chiffres, c'est ça qui va me colorier la ligne delta en vert ou en rouge. Donc quand le delta est sur fond vert, c'est que la bougie a fini proche de son delta max. Et quand la cellule est en rouge, ça veut dire que la bougie a fini proche de son delta minimum. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça m'évite d'avoir deux lignes supplémentaires avec les valeurs du delta max et du delta min, et de le voir juste par un code couleur. La même chose, mon delta pourcentage, je le colorie s'il est supérieur à 20%. Donc si le delta est supérieur à 20% du volume, ça me le colorie et ça me donne encore une fois des signes de force et de faiblesse. Alors ça, c'est la même chose, mais juste zoomer un petit peu. Là d'ailleurs en dessous, on voit que j'ai mis des delta bars, donc ça c'est juste un histogramme avec la valeur de delta. Et la présence des points rouges et des points verts, c'est on peut dire des divergences, c'est quand on a un delta qui n'est pas du même couleur que la barre. Ça, c'est un autre exemple de configuration du footprint. Donc en fait, ça et ça, c'est exactement la même info. C'est exactement la même plage de temps, etc. Je crois que, je sais plus qui utilise, c'est un des potes de Tom le Trader, je crois que c'est la Pivette qui utilise ce type de format-là, et j'ai vu d'autres personnes l'utiliser. Donc là, les chiffres, c'est exactement les mêmes qu'au-dessus, les couleurs d'imbalance, c'est exactement les mêmes qu'au-dessus, mais plutôt que de montrer le delta par des couleurs en forme de briques, c'est un histogramme avec la couleur qui dépend de si c'est du delta rouge ou du delta vert. Et ça, des façons de configurer cette footprint, il y en a plein. Là, j'ai mis tout à droite, mais je pourrais décider de mettre les deltas rouges à gauche. Là, c'est du delta, mais j'ai vu certaines personnes, et moi, ça fait trop d'informations, qui ont un histogramme de delta d'un côté, un histogramme de volume de l'autre. Voilà, donc dans les footprints les plus avancés, on peut tout faire. Et quand je vous disais, on peut enlever les chiffres, parce que quelque part, quand les chiffres sont blancs, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'imbalance, on peut se dire que ces chiffres-là, on s'en moque, et du coup, n'afficher que les imbalances, par exemple. Donc pour les gens qui ne sont pas fans d'avoir des chiffres partout, donc moi j'aime bien les chiffres, donc ça ne me dérange pas si j'en ai partout à l'écran, mais on peut visualiser le footprint. Et là, sur cet exemple-là de footprint, on n'a perdu aucune information par rapport aux versions précédentes. On a les imbalances, on a la couleur du delta à chaque niveau de prix. Pardon. Là, j'ai complètement perdu mon écran. Excusez-moi, 2 secondes. Ouais, mais mon moniteur, c'est littéralement éteint. Et puis là, je commence il faudrait que je récupère un truc à boire. J'ai perdu où j'en étais. Donc en gros, l'idée c'est que si vous vous dites le footprint, j'aime pas, il y a trop de chiffres, il y a des façons de présenter un footprint avec littéralement, enfin pas de chiffres dessus, mais très peu de chiffres dessus. Ouais, je vais aller me chercher un petit truc à boire, 2 secondes.
Heureux. Alors, l'éternel débat. Ouais, c'est moi, j'aurais pas dû fumer juste avant. Bougie temporelle ou bougie de rotation. Parce que ça, il y a des écoles et il y a un peu pas des extrémistes, mais je crois que c'est Dorian dans une de ses vidéos, Dorian Stoll, un mec qui a fait une série de vidéos sur le footprint, qui littéralement dit si c'est pas en reversal, ça sert à rien. Alors, je suis pas de cette école-là parce que il y a plusieurs utilisations en fait. Alors déjà, parce qu'on m'a aussi posé la question, pour afficher un footprint, il faut des vraies bougies, entre guillemets. Donc un footprint, ça peut se mettre sur des bougies temporelles, en minutes. Ça peut se mettre sur du range, ça peut se mettre sur du reversal, mais ça peut pas se mettre sur du Renko. Parce que le Renko, c'est une espèce de bougie calculée avec un overlap, elle se chevauche. Donc tu vois, comment tu ferais pour montrer les ordres? C'est juste pas possible. Alors il y a beaucoup de spécialistes, donc je mentionnais Dorian, mais c'est pas le seul qui parle de footprint en bougie reversal. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en fait, on définit un seuil à partir duquel, si la bougie se renverse de tant de ticks, on arrête la bougie en cours et on en recommence une. Donc par exemple, si on met un reversal 5, imaginons qu'une bougie verte monte, puis redescend. Si la descente dépasse les 5 ticks, on arrête la bougie en cours, on passe à la suivante. Donc celles-là ont un avantage tactique, parce que vous l'aurez compris dans mes screenshots, quand on regarde un footprint, si on veut voir un minimum les chiffres, on va être relativement zoomé. Donc c'est rare qu'on voit beaucoup plus de 10, 15, 20, 30 bougies à l'écran, par rapport à un chart en minutes où on peut se mettre la session depuis minuit et ça reste lisible. Donc l'avantage des bougies en reversal, c'est que si on a une espèce de tendance, tant que ça monte et que le seuil n'a pas été atteint, c'est une bougie. Steelfoon, possible de mettre le FP sur Unirenko avec footprint V2. Ouais, possible. Enfin, c'est plus rare en tout cas. Je pense que les types majeurs, c'est vraiment temporel, range et reversal. Donc, les reversals permettent d'avoir moins de bougies à l'écran. Donc ça, c'est pas un méga avantage, c'est juste un petit avantage tactique, mais qui peut être intéressant si on regarde le footprint dans une petite fenêtre à côté de son chart principal. Et du coup, en fait, quand on travaille en reversal, on parle aussi de bougie de rotation parce que du coup, on s'intéresse à des mouvements plutôt qu'à une unité temporelle arbitraire. Parce que si on prend le 8 minutes, pourquoi pas, mais pourquoi pas 2 minutes, pourquoi pas 30 secondes. Par contre, et c'est une des raisons pour lesquelles je les utilise en fait assez peu, c'est qu'elles permettent pas vraiment d'analyser l'évolution de moi, ce que j'appelle les efforts. C'est-à-dire que sur une bougie en 1 minute, ce que j'aime beaucoup faire en tendance, par exemple, c'est voir bougie après bougie, avec une unité stable. Est-ce que le delta augmente? Est-ce que le delta reste stable? Est-ce que le delta s'essouffle? Et ça, sur une bougie en reversal, tu peux pas vraiment le faire, parce que tu as une bougie qui peut représenter l'équivalent de 5 minutes, parce qu'on fait que monter, sans jamais faire le reversal. Et derrière, tu as une petite bougie de reversal, puis on repart dans l'autre sens, puis on se remet à descendre. Et du coup, tu as une bougie qui peut représenter l'équivalent de, je sais pas, 5 minutes de volume et 5 minutes de delta, et la bougie d'après représentait 20 secondes de volume et 20 secondes de delta. Donc lire les chiffres d'une bougie à l'autre sur du reversal, c'est quasiment impossible. Et après, pour la lecture de l'essoufflement, on peut regarder le delta en pourcentage. C'est-à-dire les volumes sont pas les mêmes, mais en proportion. Mais bon, ça rend les choses beaucoup plus complexes en termes de lecture de l'évolution de ce qu'on est en train de voir. Les bougies range ou temporelles permettent cette lecture de bougie à bougie, et c'est pour ça que, à titre personnel, je les préfère en fait. Bon, en fait, et là, ce qui est écrit, c'est ce que je venais de dire. Donc, c'est regarder l'évolution. Et ça, on en parlera dans mon exemple de trade, hein, de comment on regarde de bougie en bougie, comment le volume ou le delta évolue. Donc, sur une bougie temporelle, imaginons qu'on ait des deltas et des volumes équivalents de bougie en bougie, mais que dans le même temps, les bougies sont de plus en plus petites.
Ça veut dire que le même volume et le delta, on peut voir ça comme l'effort qui est fait, par exemple, sur une bougie verte, l'effort qui est fait par les vendeurs pour rendre la bougie, pardon, par les acheteurs pour rendre la bougie verte, et ben on peut lire qu'il y a de plus en plus de résistance. C'est-à-dire qu'on a le même effort, le même delta, mais les bougies sont de plus en plus petites. Ça veut dire qu'en face, dans le DOM à la vente limite, ça résiste de plus en plus. Et sur bougie range, alors là, vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est fait exprès. On partagera les slides et vous le verrez. C'est que je veux pas que vous ayez la réponse tout de suite. Sur une bougie range, quand on voit une évolution négative du volume et du delta de barre en barre, c'est un signe de force de la tendance actuelle. Alors là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est le fameux... c'est comme le cumulatif delta. En fait, le range... Alors pour ceux qui ne savent pas, le range, c'est on définit un nombre de ticks. Et à chaque fois que le prix a parcouru ce nombre de ticks, on arrête la bougie en cours, on passe à la suivante. Donc une bougie en range 10, ben, si ça monte de 10, ça fait une bougie. Quand on passe à 11, ça arrête la bougie, ça en fait une nouvelle. On remonte de 11, ça en refait une nouvelle, etc. Et l'idée, c'est que, et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pareil que pour le cumulatif delta, plus le delta est faible, plus c'est un signe de force. Parce que ça veut dire que comme résultat, on a toujours nos 10 ticks de range, ce qui fait qu'une nouvelle bougie apparaît, mais il y a eu besoin de moins de force pour la faire, cette bougie. À l'inverse, si on est en range et qu'on voit que le delta augmente de bougie en bougie, ça veut dire que pour faire le même résultat, la bougie range de 10 ticks, il a fallu de plus en plus d'efforts. Et ça, c'est un peu la même chose que quand on lisait le cumulatif delta, si l'approche de Serge ou l'approche d'Isabelle, quand on regarde un graphe de cumulatif delta, c'est pas des grosses bougies qu'on veut voir. C'est l'inverse, c'est des petites bougies. Parce que ça veut dire que des petits efforts continuent à faire monter le prix, par exemple. Et ce détail-là, c'est ce qui est écrit en tout petit ici. Voilà, c'était l'aparté sur le range. Parce que ça, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à me dire, mais je suis complètement con. Parce que moi, je continue à chercher des évolutions, le delta de plus en plus fort. Un peu comme sur des bougies en minutes. Jusqu'à que je me dise, mais non, mais c'est l'inverse. Des deltas de plus en plus forts, c'est pas un signe, ça peut être un signe d'essoufflement. Et du coup, quelle est la meilleure approche? Ça dépend. Alors je l'ai un peu compris moi-même, mais c'est aussi ce qu'explique Axia Future. Quand on est en tendance, je préfère les bougies temporelles. Donc l'exemple qu'on va regarder incessamment là, on est en tendance. Donc là, je préfère les bougies en minutes. Le moment où je vais passer en bougie reversal, c'est quand on est en range ou en action illisible. Donc là, en gros, aussi pour simplifier, quand je trade en tendance, je suis en temporel. Quand je trade en scalp, je suis en reversal. Et parce que je suis quelqu'un qui aime bien les trucs exotiques, il y a Rancho Dinero qui est un type de barre qui s'appelle le range rebound, qui est un mix en fait entre le range et le delta reversal, et c'est un format de bougie que j'aime aussi beaucoup. Voilà, donc il reste un petit quart d'heure, on va faire l'exemple du trade, je vais aller assez vite. Donc là, c'était le 11 décembre, j'ai eu la flemme d'en trouver un plus récent d'exemple, où voilà le mouvement qui s'est passé. Et on va regarder dans le détail alors le pourquoi du comment de l'entrée et ensuite comment j'ai fait pour gérer. Alors honnêtement, le trade, je sais même plus si je l'ai pris ou pas, hein. Moi je recommence, je reset mes historiques, mes bases tous les débuts de mois. Donc j'avais fait un screenshot et du coup sans montrer mes entrées sur le graphique, je me rappelle pas du tout si je l'ai pris ou pas, hein. Mais bon, c'est pour l'exemple. Donc, 11 décembre, bougie de 14h30. Donc, c'est le pré-Open US, hein, pas l'Open US. Mais pour vous montrer ce que je regarde, ce que je lis et comment je l'utilise. Donc, à l'ouverture de la bougie, on voit une forte attaque vers le bas et une remontée immédiate. Alors là, je vous avouerai que les zéros du côté achat me surprennent un peu, hein. C'est pas impossible que ça soit un problème d'historique de Ninja. Parce que qu'on descende, ou alors le book a mis beaucoup de temps, ça devait être extrêmement brusque ici, et le book s'est pas rempli avant que 2 malheureux achats n'aient permis de tout remonter, c'est pas impossible.
Donc ça, c'est le fameux exemple d'absorption dont on parlait. C'est-à-dire qu'on a une bougie, alors d'ailleurs on ne sait pas si elle commence rouge ou pas, mais en tout cas on a une attaque sur une bougie qui à ce moment-là est rouge, qui descend fort, qui est rejetée immédiatement, et on remonte derrière. Donc c'est ce qui va faire apparaître des zones comme cette zone verte ici. Donc là, on pourrait de façon hyper agressive rentrer dès qu'on voit que la bougie remonte. Mais encore une fois, vu les volumes, ça a dû être quasiment instantané, donc c'était probablement injouable. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui essaye de rentrer immédiatement. J'aime bien avoir un minimum de confirmation. Donc là, quand je vois cette bougie-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur la bougie d'après. Et là, on voit que la bougie a essayé de reprendre la montée forte qu'on voit ici, mais qu'en bas de la bougie, eh ben, on est orange foncé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des frappes vendeuses. On a des imbalances. Donc les imbalances, c'est une fois quand le chiffre est rouge, c'est qu'il est plus de 3 fois ou 2 fois, je ne sais plus quel, non 2 fois je pense, le chiffre qui est dans cette diagonale. Mais ils n'arrivent pas à descendre et derrière ça remonte. Donc c'est là que MZPAC va tracer la zone verte, la zone d'absorption. Et on finit avec une bougie avec un delta négatif de moins 97. J'espère que les chiffres ne sont pas trop petits et que vous arrivez à les voir. Enfin, entouré ici, c'est moins 97. Et une bougie verte. Donc là, on se dit, il y a une tentative de reprendre la bougie verte, mais qui a échoué. Et c'est là que moi, je vais rentrer. Alors, j'entre quasiment qu'en ordre stop, personnellement. Donc, quand je vois la bougie ici qui rejette et qui commence à remonter, je vais mettre un buy stop à la cassure de la bougie précédente. Mon stop loss, non seulement en bas de la bougie, mais aussi juste sous l'absorption. Donc on voit que la bougie d'entrée me fait rentrer. Donc là, c'est un peu compliqué à lire. Donc là, je suis entré pour la première fois. Et parce que moi, comme vous le savez, j'aime bien pyramider, je décide de remettre un ordre d'achat un peu au-dessus. Donc là, c'est pas forcément haut de la bougie, parce qu'on ne sait pas encore c'est le haut de la bougie, mais un peu au-dessus pour re-rentrer à 2. Donc on voit que ça me prend derrière. Donc du coup, je suis entré une fois à la cassure de la bougie précédente, une fois ici. Donc là, j'ai maintenant 4 contre 1. Et pour protéger les 4 contre 1, pas besoin de savoir si c'est du micro ou du mini, hein, on s'en fout. Mais je décide de monter mon stop pour limiter la casse si jamais ce que je suis en train d'essayer de trader, ça se confirme pas. Donc là, c'est pas une montée de stop loss par rapport au footprint ou à ce que je vois. C'est juste que mon stop loss moyen, je décide de le placer à ce niveau-là. Ok. Maintenant, les bougies continuent. Donc mon prix d'entrée moyen, il est ici. Mon stop loss initial, il est ici. Et en fait, ce que j'attends pour bouger mon stop loss en mode stop suiveur, parce que c'est l'approche que je fais, bah, les bougies se développent. Ici, je vois une imbalance acheteuse, mais encore plus fort comme signal, c'est l'absorption sur cette bougie-là. Donc du moment que cette bougie-là, la petite bougie au milieu là, a essayé de descendre avec des grosses frappes, on a la dernière ligne qui est en orange. Le ratio, je vous passe le détail de ce que c'est. Le ratio, le 0,60, c'est la dernière ligne divisée par l'avant-dernière ligne. Et quand le chiffre est inférieur à 0,7, en gros, c'est un signe potentiellement de force, mais en l'occurrence de force qui a été contré tout de suite. Et une fois que je vois l'imbalance et l'absorption se tracer, je remonte mon stop juste dessous. Donc là, c'est un break-even plus très léger, mais je suis protégé. Ensuite, les bougies continuent. On voit de nouveau, d'ailleurs à chaque bougie, hein, on voit que le bas est relativement rouge, mais que ça n'arrive pas et que ça continue à monter. Le bas est relativement rouge, mais ça ne réussit pas à descendre, ça continue à monter. Et là, la même chose pour celle-là, mais avec en plus une absorption. Et du coup, je décide de prendre 2 de mes stops et de les remonter sous cette absorption. Donc là, mon prix moyen est là. J'ai 2 stop loss ici et 2 ici.
Donc la dernière bougie 136. Mais en fait, l'idée, c'est juste pour vous montrer l'idée, c'est la même. À chaque fois que je vois une tentative de descente et que ça remonte, ben, je bouge certains de mes stop loss. Donc là, mon premier stop loss que j'avais bougé ici, malheureusement, mais c'est la vie, il se fait reprendre par ces bougies rouges ici. Donc là, il me reste du coup plus que 2 contrats. Et je continue à voir ce qui se passe. Et là, parce que là on n'est pas encore tout à fait en tendance. Hein, c'est vraiment le début du mouvement. Mais je me dis, ça peut être une tendance. Donc je décide de garder ma stratégie. 2 stop loss que je monte de façon agressive et 2 stop loss qui restent un niveau en dessous. Donc ces 2 contrats-là sont stoppés. Là, j'ai mon stop loss ici. J'aurais dû mettre la ligne sur toute la... J'aurais dû la prolonger. Hop, on va faire tout de suite. Et là, je décide de ne pas bouger. Parce que moi, je suis en mode, je pense qu'on pourrait développer une tendance. Si ça vient me taper mon stop, tant pis, trade suivant. Donc là, effectivement, comme je le mets, si j'avais suivi cette technique, j'aurais pu décider de monter mon stop ici. Mais c'est là que j'expliquais que je regarde toujours ce qui se passe de bougie en bougie, d'où l'importance d'être en minutes. Et je vois que ça, là, il y a un delta fort. Là, le chiffre est peut-être trop petit, c'est un delta de 130 et quelques. Mais la bougie est pas grande pour ce delta-là. Derrière, on remonte avec un delta merdique. Delta de cette bougie-là est 3 fois plus fort que la précédente, mais on ne descend pas. Donc ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Mais ça n'a pas l'air de vouloir monter non plus. Donc à ce stade-là, je suis vraiment en mode attente. Et c'est pour ça que je ne vais pas forcément monter mon stop loss à chaque fois que je vois l'absorption. Parce que là, on aurait pu se dire, j'aurais pu le monter sous cette absorption-là ou sous cette absorption-là. Mais parce que je vois que ça a l'air de... Bah, ça ne sait pas trop ce que ça veut, là. Je décide de le laisser ici. Donc là, ça redescend, ça remonte. Alors, je crois que la slide d'après en parle. Voilà, si on voit le détail, c'est un peu pareil. Là, ça a l'air de reprendre à la hausse, mais delta négatif. Delta positif, mais pas super. Petit delta négatif, delta positif, mais pas vraiment super. Par contre, cette bougie-là, ok. Par contre, de rentrer ici, pour moi, c'est du FOMO. Moi, j'attends de voir ce qu'on a vu, en l'occurrence. Derrière la bougie qui avait l'air intéressante, on a une bougie où les vendeurs essayent de contrer, et la même chose qu'avant. Ça frappe fort en bas de la bougie, mais ça ne réussit pas à descendre. Donc là, je décide, si on vient répéter le haut de la bougie verte précédente, je re-rentre. Et ce qui me encourage d'autant plus, c'est de voir la tronche de cette bougie verte, où là, ça commence vraiment à frapper, on n'a que du bleu, et on a des imbalances acheteuses. Donc là, je rajoute 3 contrats. Alors pourquoi 3 contrats? Parce que à l'œil, et ça avec l'expérience, on le voit, je vois bien que vu que mon stop loss est... Pardon. Vu que mon stop loss est vraiment plutôt bas, si je rentre à 3 contrats, je vais le faire monter, mais je vais encore me retrouver sous ces bougies-là. C'est pour ça que j'en rajoute 3 et pas 2. Donc là, je rentre à 3 contrats. Mon prix moyen est ici. Donc du coup, il faut que je protège assez vite, parce que mon stop loss, il est vraiment plus bas. Pardon, décidément. Mon stop loss, il est vraiment plus bas. Donc là, je me contente, entre guillemets, d'une imbalance pour montrer mon stop de 5 lots ici. Puis cette bougie-là est convaincante, après une bougie qui avait déjà été convaincante. Absorption, donc je remonte mon stop sous l'absorption. Et là, je vais pas, on arrive près de la fin, donc je vais quand même dérouler assez vite. Mais là, même principe qu'avant. Mon stop loss de 5 ici. À la confirmation qu'on a une bougie qui continue à monter avec une imbalance, je monte 2 de mes stops. Vous voyez le truc? Tout simple, tout bête. Et là, c'est la fin du trade. Donc là, même chose. Mon stop, je remonte sous l'imbalance ici. Et puis là, on commence à faire de la PNL qui est plutôt sympa. On est à plus de 50 points de PNL, donc j'ai tendance à protéger un peu plus. Je monte sous une absorption que je vois. Je me fais sortir 2 contrats ici. Il me reste 3 contrats. 3 contrats, ça repart. Même chose, bougie rouge qui n'arrive pas à descendre. On remonte, top buy au-dessus. Le chart est un peu compliqué, mais l'approche est exactement la même.
je monte mes stop loss au fur et à mesure. Donc là, je m'en fais stopper 2 ici sous l'imbalance. Et comme je disais, je préfère les absorptions que les imbalances. Mais encore une fois, là, on est en train de causer de PNL vraiment sérieux. Là. Donc je préfère protéger. Par contre, le même principe, je monte un de mes deux stops, le deuxième, je le laisse et je le laisse quoi qu'il en coûte. Ça remonte, tant mieux. On fait une absorption, je remonte mon dernier SL. Et la fin du trade, exactement le même principe. Tu montes dessous, tu montes dessus, tu montes dessous. Donc là, le prix moyen à ce moment-là, il est à 596 et là, on est à 665. Hein. Donc c'est du trade de 70 points déjà. Là. Et la fin du trade, on continue à monter. Donc là, on est entré à 613 et là, on est à 706. Donc là, je protège à mort. Là, je me fais sortir, mais là, le SL sous la balance, je me le fais sortir. Et là, je vois des bougies qui commencent vraiment à frapper. Donc pas forcément avec encore beaucoup de résultats. Mais on n'a plus d'achat. On a des deltas moins 500. C'est vraiment, ça bastonne. Hein, du moins 500 en delta. Du moins 400 en delta, ça me sort celui-là. Et là, quand je vois que ça a l'air de continuer depuis très longtemps, on n'en avait pas vu, on commence à voir des zones rouges. Donc là, complètement arbitrairement, je décide de... Encore une fois, je dis comme si je l'avais fait. Aucune idée. Hein. Je suis en train de commenter en live. Je décide de sortir à partir du moment où, ok, là, ça a l'air de vraiment bondir dans le mauvais sens. Donc ce trade-là, qui est assez confortable, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, peut-être un petit peu dans la partie où je vous ai dit on voyait les imbalances, mais ça commençait à flotter un peu, donc j'ai décidé de ne pas bouger mon stop. Alors là, je triche en disant 852 points dans la mesure où, vu que je ne rentre pas toujours à la même taille, c'est pas le mouvement total. Le Nasdaq n'est pas monté de 852 points. Je fais juste le total de gains pour chacun de mes contrats. Donc c'est cumul tout contrat. Donc moment de frime, encore une fois, d'autant plus que aucune idée de si j'ai pris ce trade, si je l'ai managé comme ça ou pas. On arrive exactement à... Enfin, on n'arrive pas loin de midi, parce que je sais que j'ai mon horloge de PC qui déconne.